FM. Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin F1. Mon nom est Abdoussal, animateur de ce podcast, et bienvenue à l'épisode numéro 48. Cette semaine, on revient en fait sur ce changement de calendrier en vue de la saison 2020, le retrait des courses dans les Amériques et l'ajout de 3 nouvelles courses. Et on va parler aussi de ce qu'on a appris de ce premier programme triple, donc les 2 courses en Autriche et le Grand Prix de Hongrie, évidemment en 2 volets sur la Formule 1 en période de COVID-19, ainsi que les pilotes et les écuries en tant que telles. Alors, mesdames et messieurs, démarrez vos moteurs, c'est un départ. Pour cet épisode, je serai accompagné d'une personne en fait, parce que Ana Maria Mercado Lopez est en vacances et Brian est en train de conduire une ambulance pour sauver des vies. Alors, il me reste plus que Marc-André Fortin. Salut Marc-André. Salut Abdou. Comment vas-tu? Nous sommes en tête aujourd'hui. Hein? Nous sommes en tête à tête aujourd'hui. Oh oui. Oh oui. Hein? Attends, j'ai pas bien compris. Excuse, j'ai eu un genre de petit retour. Bon. Là, c'est bon. Ah oui, là c'est bon, ouais. Là je t'entends bien. Ok, c'est bon. Ah, bon. Donc, désolé, on a eu un petit problème technique. Donc, oui, Marc-André sera effectivement présent dans cet épisode. Alors, Marc-André, on va commencer avec malheureusement une mauvaise nouvelle pour nous, en fait, comme on est ici à Montréal. Ben, bon, moi, je suis à Montréal, et toi, t'es en Estrie, à Sherbrooke, mais ça nous touche quand même. Le 24 juillet, on a appris que le Grand Prix du Canada ainsi que les 3 autres courses dans les Amériques ont été annulées, évidemment, en citant tout ce qui se passe avec ces hausses de cas positifs de COVID-19. Bon, excluant le Canada, c'est moins pire. Mais en gros aussi, dans tout ça, on a eu 3 nouvelles courses. Ben, 3 nouvelles, mais deux circuits qui reviennent et un nouveau circuit en tant que tel. Ça, on va en reparler un peu plus tard. Mais j'aimerais avoir ton opinion sur, en premier lieu, l'annulation du Grand Prix du Canada 2020. Déçu, ça c'est sûr, mais pas surpris. Je pense qu'on est tous dans le même état d'esprit. Après avoir su cette nouvelle-là, on était tous un peu déçus, mais comme je l'ai dit, pas énormément surpris. Je pense que c'était à prévoir, même si il y a quelques podcasts, j'étais assez, disons, confiant qu'il pourrait peut-être avoir un Grand Prix, mais finalement, tout s'est pas déroulé comme je l'aurais souhaité. Mais je suis un peu déçu aussi de l'attitude de la santé publique avec les sports. Autant les sports de combat, on se souviendra que il n'avait même pas écouté Camilo Stéphane quand il a voulu présenter son plan de match afin de recommencer ses activités au Canada et plus précisément au Québec. Et j'ai l'impression que ça a été la même chose avec la Formule 1. On n'a pas voulu écouter le plan qu'on a voulu mettre en place. Donc c'est sûr que c'est un peu décevant de voir que le Québec a un peu négligé ou même n'a pas voulu écouter. Ouais, moi je suis peut-être c'est vrai que la santé publique ainsi que le ministère de la Santé n'ont peut-être pas lu ou
écouté les plans proposés par les promoteurs, entre autres de boxe. Tu parles de Camille Stéphane, aussi de Yvon Michel, mais aussi de François Dumontier. Mais en même temps, je pense que il y a un genre de raisonnement aussi, parce que dans le cas du Grand Prix du Canada, c'est un événement international, donc je sais que en temps normal, en juin, le Grand Prix est la seule course où ils vont faire un aller-retour, en fait, le temps d'une fin de semaine. Mais dans les circonstances actuelles, est-ce que ça aurait été vraiment plausible de ouvrir les frontières juste pour accueillir du personnel qui vient d'Angleterre et d'Italie, ainsi que des pilotes qui sont un peu partout dans l'Europe, on va dire, juste pour le temps de 3 jours, même 4 si on inclut la journée du jeudi, même si on sait que il n'y aura pas de journée porte ouverte. Donc, je pense que c'est logique. Et en plus de ce que j'ai lu dans la presse aussi, c'est que donc les 3 paliers gouvernementaux, c'est-à-dire les gouvernements provincial, fédéral et municipal viennent de sauver, on pourrait dire 9 millions, parce que c'est en fait Liberty Media qui exigeait genre 18 millions de dollars canadiens pour en temps normal la présentation, mais dans ces cas-ci, ils ont réduit ça de moitié. Donc, les gouvernements, selon la presse, ont fait les calculs, puis ils ont offert 6 millions. Donc, la FA a tout simplement refusé. Je comprends aussi. Donc, je pense que je comprends autant la Formule 1 d'avoir dit non côté financièrement, mais aussi dans la situation où tu peux pas, en ce moment où on n'est pas encore sûr que c'est sécuritaire de voyager outre-mer. Comme c'est pas sûr si on peut aller en Asie, entre autres, je parle du Vietnam, de la Malaisie, de Chine. On va reparler justement de la Malaisie. Je drop ça comme ça. Mais je pense que ce serait irresponsable, entre autres, si tu veux accueillir du monde en plus, parce que un des plans, en fait, c'était d'accueillir quelques spectateurs, évidemment, à capacité réduite. Parce que oui, techniquement, la distanciation sociale, le fait que le circuit J-19 soit assez grand pour accueillir du monde serait possible. Mais en même temps, est-ce que ce serait rentable? Je ne pense pas, parce que on s'entend que pour un Grand Prix sur un circuit temporaire comme l'est le circuit Gilles Villeneuve, ce serait juste le revenu des billets, des concessions alimentaires, des articles promotionnels. Donc, ça n'aurait pas été financièrement viable d'organiser un Grand Prix du Canada. Exact. Il aurait pu aider la cause du Grand Prix du Canada, c'est si il avait pu avoir un autre Grand Prix sur le territoire nord-américain ou même au Brésil. Mais bon, on connaît la situation dans ces deux pays qui sont assez difficiles présentement, donc c'était certain que ça allait être impossible. Mais en même temps, c'est décevant, mais bon. Est-ce que j'y serais allé? Probablement pas, parce que peut-être que les organisateurs auraient privilégié les gens qui avaient déjà acheté les billets, puis j'avais pas mis billets encore, donc j'aurais sûrement regardé mon Grand Prix sur mon canapé, ce qui est un peu moins le fun quand tu veux vivre l'expérience. Mais on a quand même des bons circuits qui ont été lancés par la Formule 1 aussi pour les remplacer. Donc, je peux pas dire que je suis en total désaccord avec la position autant de la Formule 1 que des 3 paliers de gouvernement. Oui, exactement. Puis, et tu parlais aussi des billets, mais le Grand Prix, François Dumontier l'a confirmé en quelque sorte que si tout allait bien, le Grand Prix du Canada aurait eu lieu du 9 au 11 octobre, donc pendant la fin de semaine de l'Action de grâce. Donc, ce qui confirme en fait ce que le magazine Pole Position rapportait le 23 juin dernier. En fait, il disait c'était
c'était pas au conditionnel, c'était au futur. Donc, on disait, le Grand Prix du Canada va avoir lieu, mais évidemment, avec la situation, les cas positifs qui augmentent de jour en jour, je pense que ça aurait été complètement illogique de garder la date actuelle, la date proposée du 9 au 11 octobre. Puis même à ça tombait en plein dans on pourrait dire, la date limite pour organiser le Grand Prix du Canada si ça avait été reporté. Donc, je crois que en gros, c'est une décision qui n'est pas surprenante. Oui, non. Je sais que lorsque j'ai lu l'article de Pole Position le 23 juin, j'étais un peu excité, mais au final, au fil des jours, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est quelque chose qui était vraiment possible? Parce que je sais est nécessaire aussi, parce que je sais que la Russie a déjà commencé le processus pour acheter pour la vente des billets. Même chose pour le Portugal. On va en reparler aussi. Je drop aussi le Portugal comme pays. Finalement, on va y aller. On va toutes les nommer. On va toutes les nommer, exactement. Donc, tu vois, c'est ça. Donc, est-ce que ça aurait été logique que le Canada fasse de même et que ça n'attire pas l'attention des paliers gouvernementaux? Je pense que c'est une bonne décision en tant que telle de la part de la FOM de tout simplement dire non, en fait, au Grand Prix du Canada. Donc, rendez-vous en 2021. Est-ce que ce sera en juin? Probablement, mais évidemment, tout va dépendre du calendrier 2021 parce qu'évidemment, il y aura un après COVID-19. Et si tu me permets, Abdou, d'ajouter un peu oui, vas-y. Un petit point. Je pense que les pilotes, les mécanos, les directions des écuries doivent être heureuses quand même de voir que le Grand Prix du Canada est annulé. Ça leur permet de faire un voyage outre-mer, comme tu l'as dit, en moins. Ils vont pouvoir rester sur les territoires européens ou dans les alentours, ce qui fait moins de voyagement, ce qui permet peut-être aussi de passer plus de temps en famille ou notamment des congés qui n'auraient peut-être pas pu avoir si tu dois faire un voyage outre-mer et venir au Canada. Donc, je pense que les écuries doivent être heureuses de voir que tout ça est annulé. Puis même, je pense à ça, il y a plusieurs pièces des voitures qui habituellement partent en cargo plusieurs semaines en avance. Je ne sais pas si dans les temps aussi c'était une chose qui était comptée. Donc, je pense que tout ça mis ensemble fait un résultat qui est assez... c'est ça, qui vaut la peine d'attendre jusqu'en 2021 pour avoir un Grand Prix. Et tu sais quoi, en fait, là, j'ai lu en même temps un article qui est sorti il y a à peu près 1 heure au moment d'enregistrer l'épisode sur rds.ca. Puis, il y a François Dumontier, le promoteur du Grand Prix du Canada, qui a dit qu'une des propositions, ça aurait été de justement tenir 2 courses sur le circuit Gilles Villeneuve. Mais encore là, moi, je pense que ça aurait été à huis clos. Même si il avait proposé selon les règles sanitaires, même si tout était bon, valide, je ne pense pas que le Grand Prix du Canada aurait lieu avec du public. Ça aurait été à huis clos, comme c'est le cas en fait. Ça a été le cas en Autriche et comme ce sera le cas à Silverstone cette fin de semaine et la fin de semaine d'après. Oui. Donc. Ouais. Ce qui est bon, je pense que si toutes les mesures en place étaient permises et fonctionnaient, je pense que ce qui aurait vraiment été dur à contrôler, c'est peut-être les entrées, les sorties. Mais encore là, je pense que, bon, si on se met un scénario en tête, maintenant, ça ne sert plus à rien, mais si on devait se mettre un scénario en tête, je pense qu'il y aurait probablement eu une sortie et une entrée. Je pense que l'un des points positifs et les point qui donnait avantage au Canada, c'était justement d'avoir plusieurs sorties et entrées, points de sortie et d'entrée, pour le circuit, ce qui est quand même avantageux pour le Canada. Mais
Écoute, on va être patient, puis en 2021, on va l'avoir. C'est ça. Et je te confirme, Marc-André, le Canada a le circuit, je vais dire le circuit Gilles Villeneuve, mais le parc Jean Drapeau en tant que tel a des bonnes sorties, en fait, pour justement faire des contrôles, des tests de dépistage. Alors, euh, des tests de dépistage, contrôler un peu l'accès aussi. Donc, non, ça se fait super bien. Donc, c'est dommage. J'aurais aimé ça avoir un Grand Prix du Canada différent à l'ère de la COVID-19, mais ça, on oubliera ça. Puis on oubliera aussi les 3 autres courses aussi, parce que pour les fans nord-américains qui voulaient regarder les courses dans l'après-midi, ce sera pas possible cette année parce que, comme on l'a dit en introduction, les Grands Prix des États-Unis, du Mexique et du Brésil ont été annulés aussi pour cette année. Si Bobby Epstein, le promoteur et le propriétaire du circuit des Amériques à Austin, accepte l'annulation après tout, parce qu'il a perdu la course de MotoGP en plus qui devait avoir lieu en avril puis ensuite repoussée en novembre. T'as le promoteur du Grand Prix du Brésil qui est en beau fusil. Et je le dis assez amicalement parce que si François Dumontier et Bobby Epstein acceptent, difficilement certes, l'annulation de leur course, je te dirais que le promoteur du Grand Prix du Brésil, Thomas Rohoni, j'espère que je le prononce bien, il a expliqué dans un quotidien brésilien de Sao Paulo que annuler le Grand Prix du Brésil, c'est tout à fait inacceptable. Donc, lui, il envisage de porter plainte contre la Formule 1 en prétextant, en fait, que c'est à cause de la pandémie de la COVID-19 qui, je tiens à rajouter et à préciser, qui est non contrôlée. Puis en plus, leur président, je ne ferai aucun commentaire politique, Exactement. et leur président dit qu'il a été testé négatif à la COVID-19. Mais j'ai des doutes. Mais entre autres, mais c'est vrai, si on regarde, le Brésil est un des pays les plus affectés en ce moment dans cette COVID-19, avec les États-Unis. Puis le Mexique aussi en fait partie. Donc, je comprends que c'est une perte économique pour ces pays, mais si leur gouvernement avait mieux géré cette crise, peut-être que, comme le Canada, ils auraient une chance de pouvoir organiser une course avec probablement des plans sanitaires possibles. Donc, je sais pas, qu'est-ce que tu penses de ça, Marc-André? Oh, je pense qu'on a perdu un peu Marc-André. Ça fonctionne. Ah, ok. Alors, Oh. je pense que tu as bien amené la situation. Je pense que si le Brésil avait bien géré la situation, que la COVID-19 avait été rapidement tenue et bien contrôlée, je pense que peut-être que son promoteur pourrait penser à avoir l'événement. Mais écoute, en ce moment, c'est une catastrophe là-bas. C'est loin d'être réglé. Je pense que ça va prendre encore des mois et peut-être plus qu'1 an avant de régler la situation là-bas. Avec justement, pas de commentaires politiques. Une façon de gérer la situation qui est peut-être pas adéquate. Je vais m'en tenir à ça. Mais c'est ça, je pense qu'avant de s'attaquer à la Formule 1, ce serait peut-être important qu'ils se regardent dans les miroirs, qu'ils regardent la situation dans son pays et qu'ils prennent la situation et qu'ils attendent à l'an prochain. En théorie, l'an prochain, tout devrait retomber à la normale. Je sais c'est facile de dire ce mot, là, le normal, mais
Bon, on l'espère que ce sera le cas. Oui, et en plus, je pourrais te dire que ça va même au-delà, en fait, de l'annulation du Grand Prix du Brésil. En fait, c'est parce que Interlagos, je pense cette année ou l'année prochaine, son contrat avec la Formule 1 devrait se terminer, en fait. Puis là, on parlerait de probablement déménager le Grand Prix du Brésil sur le circuit à Rio de Janeiro. Et en plus de ça, ce serait un circuit qui serait construit et dirigé entre autres par le président du Brésil. Donc, ouais. Ouais. Encore là, je ferai pas de commentaires politiques. Je pense que ce serait même avec l'argent du peuple. Puis on l'a vu avec la Coupe du Monde au Brésil puis aux Olympiques, à quel point ça s'est bien terminé. Fin du sarcasme. Donc, si ça devait arriver avec le Grand Prix du Brésil, ouh! Mais en même temps, je me dis que... Mais en même temps, Interlagos a des problèmes de sécurité vraiment importants parce que je sais pas si tu as lu ça aussi, Marc-André, dans le passé, mais il y a eu des pilotes ou des membres d'écurie qui ont été victimes de vols, j'allais dire kidnapping, mais c'est pas ça, mais de vol, de menaces, oui. Oui, c'est ça. On se souviendra, je ne sais plus le pilote, mais une histoire de menace qu'ils avaient kidnappé sa famille, si je me trompe pas, là aussi. Ça se peut, je me souviens plus de celle-là. Mais je sais qu'il y a Jenson Button aussi qui s'est fait voler sa montre aussi en allant sur le circuit, je crois aussi. Donc, et les problèmes n'ont jamais été réglés. C'est parce que je sais pas si tu as vu aussi, mais Interlagos, c'est beau, c'est magique, mais à côté, tu as tous les favelas qui sont là aussi. Donc, c'est un circuit qui est construit autour de favelas. Donc, c'est sûr que là, la situation est assez pauvre là-bas. Donc, c'est quand même plus difficile. Enfin. Mais tout ça pour dire que l'annulation du Grand Prix du Brésil va peut-être même au-delà de la COVID-19 selon si on peut lire aussi ce que le promoteur du Grand Prix du Brésil a dit. Maintenant qu'on a parlé des courses dans les Amériques et tout, là on va parler des courses qui vont les remplacer au cours du mois d'octobre. En fait, on aura trois circuits, un nouveau circuit et un revenant. On aura à la place du Grand Prix du Canada le Grand Prix de l'Eiffel. Mais qu'est-ce que c'est le Grand Prix de l'Eiffel? Est-ce que tu sais c'est quoi, Marc-André? Non, pas du tout. Non? Je te laisse expliquer. Parfait. Alors, en fait, l'Eiffel, c'est la région pas très loin de Cologne où se situe le circuit de Nürburgring. Donc, c'est là où aura lieu le Grand Prix de l'Eiffel, donc en Allemagne. Et le Nürburgring fera son retour après 7 ans d'absence, puisque la dernière course de Formule 1 sur ce magnifique circuit, c'était en juillet 2013, lorsque Sébastien Vettel avait remporté, jusqu'à présent, sa seule victoire en sol allemand devant les Lotus de Kimi Räikkönen et de Romain Grosjean. Oui, Romain Grosjean a obtenu un podium, puis c'était probablement sa meilleure saison en Formule 1. Ensuite, on aura droit à un nouveau circuit, en fait. C'est le circuit de Portimao. Donc, la Formule 1 retourne au Portugal après 24 ans d'absence parce que c'est le Grand Prix du Portugal en octobre, le 25, si je ne me trompe pas, le 25 octobre. Et
en 96, c'était Jacques Villeneuve qui avait remporté cette épreuve devant son coéquipier Damon Hill chez Williams et Michael Schumacher. Et d'ailleurs, allez taper Villeneuve-Schumacher Portugal 96. Vous allez voir, il y a eu un magnifique dépassement de Villeneuve à Estoril, ce dernier circuit où a eu lieu le Grand Prix du Portugal. C'était un dépassement où il y avait justement un retardataire qui entravait le chemin. Donc Villeneuve a dépassé le retardataire et Michael Schumacher par l'extérieur. C'est magnifique. Tu iras voir ça, Marc-André. Là, c'est très, très beau. Et finalement, on aura le Grand Prix de Émilie-Romagne. Tu sais c'est quoi, Marc-André? Ça, c'est l'Imola, mais ça me semble, non? Imola, effectivement, oui. Imola revient. Et ça, j'ai très, très hâte. Donc, Imola, qui était l'hôte du Grand Prix de Saint-Marin au cours des années 80 jusqu'en 2006. Donc, retour de la Formule 1 à Imola. Et ironique, et je dirais pas ironiquement, mais pour la première fois, on aura un Grand Prix qui va se tenir sur 2 jours. Donc, ce sera samedi et dimanche. Donc, je présume, il va y avoir une séance d'essai libre, la séance de qualif et la course le lendemain. Tout ça, évidemment, dans le but de tester ce format dans l'éventualité d'avoir maximum 25 courses à l'avenir. Toi, Marc-André, qu'est-ce que tu penses des courses qui vont remplacer celles des Amériques? Je trouve ça intéressant. Je pense que de voir 3 courses en Italie, alors que la situation chez Ferrari est pas très encourageante, je trouve ça un peu marrant. Disons que ça ajoute à l'ironique de cette saison pour Ferrari. Qui aurait pensé que le cheval doré aurait fait 3 courses sur son territoire alors que la voiture n'est pas à son meilleur. Je pense que en ce moment, il doit y avoir des gens chez Ferrari qui se tirent un peu les cheveux, j'imagine. Ouais. Parce que la pression va être là. La pression va être présente. Est-ce que là, tu vas peut-être pouvoir me le dire? J'ai pas entendu parler. Est-ce qu'à Imola, il va y avoir des partisans? Des spectateurs? À Imola, c'est peut-être dans les plans aussi. Donc, tout comme probablement Mugello, mais ça a été confirmé que le Grand Prix d'Italie à Monza n'aura pas de spectateurs. Donc, ça, c'est... Okay, ça, c'est beaucoup mieux pour les fans parce que... je dirais plus pour Ferrari parce que si jamais il devait arriver quoi que ce soit avec leur moteur... surtout sur ce tracé, ce serait... Au moins, il n'y aura pas de huée. Ça, au moins, c'est ce qui va les aider. Ça va les aider énormément. Et statistique intéressante, Marc-André. Tu sais que ce sera la première... Bon, c'est la première fois qu'il y aura 3 courses en Italie. Parce qu'on a Monza, on a parlé de Imola, mais il y a aussi Mugello, un circuit qui appartient justement à Ferrari et c'est là où ils vont disputer leur 1000e course en Formule 1. Mais dans tout ça, Antonio Giovinazzi deviendra le premier Italien à courir 3 Grands Prix sur son même pays. Et c'est la première fois depuis les États-Unis en 1982 où il y aura 3 courses dans le même pays. Il y a eu Détroit, la toute première course à Détroit. Il y a eu Long Beach, puis Las Vegas, dans le stationnement du Caesars Palace. C'était pas très bon. En parlant de Mugello tantôt, je pense qu'il y a eu... Ça a l'air d'être un bon circuit de vitesse. J'ai lu quelques petits commentaires de pilotes et qui avaient l'air quand même satisfaits. Malgré tout, Norris laissait planer des doutes sur le nombre de dépassements qui allaient pouvoir avoir lieu lors du Grand Prix. Lui était surtout content parce que pour un pilote, c'est des conditions de course vraiment exceptionnelles, là. Beaucoup de grands virages à grande et moyenne vitesse. Alors, ça exploite vraiment énormément la capacité physique du pilote. Puis ça, il semblait assez heureux parce que
il rappelait qu'il avait eu la chance de courir sur ce circuit en F4 italienne Oui. lors de ses jeunes, sa jeunesse, même s'il est encore très jeune, en 2015. Et justement, il redoutait un peu le nombre de dépassements qu'il allait pouvoir se faire. Il pense même que les seuls dépassements qu'il pourrait potentiellement avoir, c'est avec le DRS au bout de la ligne droite. Ouais. Et il compare un peu le circuit de Mugello à celui de Hongrie, fait pour les gens qui voudraient avoir un petit aperçu de la vitesse qu'on pourrait avoir à Mugello. Ça ressemble un peu à l'Hongrie. Ah oui, je te dirais même, c'est l'Hongrie sur les stéroïdes. Parce que, crois-moi, moi, j'adore ce circuit. Parce que j'ai regardé aussi parce que le Mugello, c'est l'équivalent de Monza pour la Formule 1. C'est l'hôte du Grand Prix d'Italie en MotoGP. Puis ce circuit offre un bel enchaînement de virages. Mais sur les circuits avec les voitures actuelles, effectivement, tu auras probablement plus de chances sur la longue ligne droite. Puis je pense que ça va être pas mal ça aussi. Donc puis en plus de ça, ça va être très très physique parce que c'est non seulement ce mélange de virages rapides et moyens, on va dire, mais tu as aussi cette élévation aussi parce que c'est un circuit qui est extrêmement ondulé. Donc Mark Webber aussi l'avait dit, ce circuit-là va donner des raideurs au cou aux pilotes parce que ça va vite. C'est comme des montagnes russes sur les stéroïdes. Et espérons que Red Bull puisse s'approcher suffisamment proche de Mercedes pour qu'en qualification, on ait une bataille de tous les instants parce que je pense que peut-être notre plus grand plaisir, ça va être en qualification avec la vitesse qu'on va pouvoir avoir et les échanges probablement de chrono qui vont être impressionnants. On espère justement que Red Bull puisse être en mesure de faire leur travail avec Honda pour régler le petit problème, soit de moteur ou même de châssis. On ne sait pas encore exactement quel est le problème, mais chez Red Bull, on tente de le trouver. Oui. Alors, si jamais on réussit, je pense que ça pourrait être intéressant parce que Racing Point est rapide, donc on pourrait même avoir peut-être une bataille à 3, même si Mercedes a l'avantage, disons. Oh oui, exactement. Et qu'est-ce que tu penses du retour de la F1 au Nürburgring et à Imola? Moi, je suis content. Écoute, c'est deux circuits que dans mon parcours depuis que je suis la Formule 1, je n'ai pas eu la chance de voir notamment ces courses-ci. Donc, je pense que ça va être intéressant de voir les courses sur les circuits. En fait, non, c'est pas vrai. J'en ai écouté un avec justement mon abonnement de F1 TV. Mm-hmm. J'ai écouté celle en Allemagne, mais je me souviens plus quelle année. Donc, c'est un circuit qui est assez intéressant, qui va offrir un bon défi aux pilotes. Puis, on espère que l'Allemagne 2020 va être plus heureux pour Vettel que les 2 dernières saisons. Alors, peut-être que de changer de circuit, ça va faire en sorte que Vettel reprenne du galop, disons, chez lui. Et en plus, je pense que j'avais lu, et je me souviens ensuite, il y a eu 2 courses au Nürburgring qui ont eu lieu en octobre. Je pense qu'il y en avait une, c'était, je pense, en 84 ou 85, je me souviens plus. Puis l'autre, c'était en 1995. La différence entre ces 2 Grands Prix? Aucune. Ces 2 circuits. Parce que ce circuit, lors de ces Grands Prix, il faisait vraiment froid. Il faisait aux alentours entre 5 à 10 degrés. Donc, je pense que c'est ce qu'on va s'attendre au Nürburgring du 9 au 11 octobre parce que... Ouais. Ça va être tout qu'un défi pour les écuries, disons. Ah oui, ça va être un énorme défi. Oui, c'est ça. La première édition, en fait, sur le circuit actuel, pas le Nordschleife, là, le Green Hell, a eu lieu le 7 octobre 1984. C'était le Grand Prix d'Europe, remporté par Alain Prost. Et c'est ça, c'était le 7 octobre, puis je pense qu'il pleuvait cette année-là.
Je pense vous pouvez me contredire là-dessus. Non, c'est ça, il pleuvait pas, pardon. Il ne pleuvait pas, mais il faisait froid. Et en 95 aussi, il faisait relativement froid aussi. Donc, puis en plus, on est dans les montagnes. Donc, non, c'est ça, il pleuvait. Il pleuvait. Donc, il pleuvait, puis il faisait froid en 95. Quand Schumacher a obtenu probablement une de ses plus belles victoires en Formule 1. Entre autres, un de ses dépassements sur Jean Alesi aussi. Donc, vous pouvez aller voir ça sur YouTube ou sur F1 TV si la course complète est là. Donc, le Grand Prix d'Europe de 95 au Nürburgring. Une des plus belles victoires de Schumacher en Formule 1. C'était avec Benetton en 95 sur le Nürburgring. Donc, si on disait que le Grand Prix du Canada, il va faire froid au Canada, ben... Au Nürburgring, ça va être la même chose. Croyez-moi. Écoute, au Canada, on aurait été bien, je pense, en octobre. On aurait peut-être eu au moins un 15, je pense, là, un bon 15 degrés au moins. Ouais, non, c'est ça. Je pense qu'en 15 à 20 degrés à peu près, parce qu'il y a toujours cet été indien qui arrive à peu près à ces moments-là. Puis, si je peux me permettre aussi, le Nürburgring a été l'hôte de plusieurs moments marquants dans l'histoire de la Formule 1. 80, je pense que c'était le Grand Prix de Luxembourg 98. Je pense que si tu te souviens, j'avais même mis ça dans le quiz audio du bulletin F1, là, que le Nürburgring avait accueilli le Grand Prix de Luxembourg. Donc, ça c'est lors d'une de ces années, ben t'avais les frères Schumacher, Michael chez Ferrari, puis Ralph chez Jordan qui se sont accrochés dans le premier tour. Ça aussi, c'était un moment assez inusité. Non, c'était en 97. C'était en 97, oui. T'avais un accrochage entre les deux Jordan, donc Giancarlo Fisichella avec... comment il s'appelle Ralph Schumacher, j'ai un blanc de mémoire, et Michael Schumacher chez Ferrari. Donc, et Jacques Villeneuve a gagné ce Grand Prix. Donc, ça aussi, c'était un moment intéressant. 99, probablement un de mes des plus beaux Grands Prix que j'ai vus dans ma vie. Johnny Herbert qui gagne, qui remporte sa dernière victoire en Formule 1, sa 3e de sa carrière sur Stewart qui va devenir qui est aujourd'hui Red Bull, avec cette course à attrition où t'avais les meneurs qui ont abandonné. Anne-Sarah Alfredson chez Jordan qui a abandonné à cause d'un problème avec son arrêt au puits. Mika Hakkinen, David Coulthard avec des ennuis. Ralph Schumacher, alors chez Williams aussi, aurait pu obtenir sa première victoire. Giancarlo Fisichella avec une erreur. Tout ça dans des conditions changeantes, pluie, beau temps. Puis t'as Johnny Herbert qui arrive et qui remporte ce Grand Prix devant, je pense, Jean Alesi ou bien Olivier Panis, je me souviens plus. Puis t'as Rubens Barrichello qui finit 3e. Ça, c'est un de mes plus beaux Grands Prix. Non, c'est Jarno Trulli. Bon, ça y est. Jarno Trulli. Donc, tu voyais... puis, que dire de 2007? 2007, ce Grand Prix où t'as... Je pense que c'est 2007 que j'avais écouté, ouais. Ouais. T'as Marcus Winkelhock qui a son premier et seul Grand Prix qui part dernier, et ensuite, lorsque la pluie tombe, mène le Grand Prix avant d'abandonner. Puis on a presque assisté à une bagarre entre Fernando Alonso et Felipe Massa. Oh, ça c'était un Grand Prix assez assez renversant. Ça c'était c'était un classique. Trêve de bavardage avec le Nürburgring. On va passer maintenant avec Portimao, le nouveau circuit avec Mugello qui va accueillir la Formule 1. C'est un circuit que la Formule 1 n'a jamais été en tant que dans un championnat du monde, mais qui a accueilli quelques tests en décembre 2008. Marc-André, est-ce que as-tu un avis sur ce circuit portugais? Ben, moi, j'aime le fait justement que ça va être l'inconnu total. Aucun pilote va avoir couru. Ben bon, oui, quelques pilotes, peut-être Raikkonen, Hamilton vont avoir fait des tests, comme tu dis, sur ce circuit, mais à part de ça, c'est de l'inconnu total.
total. Bon, ils vont pouvoir probablement faire des tests même sur simulation, là. J'imagine que la technologie est rendue là. Mais Mhm. euh, je pense que ça va être spécial de voir les pilotes dans un environnement qu'on ne les voit pas souvent. Tu sais, même à l'arrivée de nouveaux circuits comme le Pays-Bas et le Vietnam, tu voyais qu'il y avait un engouement important sur ces deux circuits-là par, oui, les partisans, mais aussi les pilotes, parce que c'est un moment où tu découvres peu à peu un nouveau circuit, tu testes ses limites. Alors, je pense que les essais, même les essais libres vont être intéressants sur ce circuit parce que justement, on va pouvoir voir les pilotes aller jusqu'au fond. Euh, Quelques tours, ils vont le faire à basse vitesse pour reconnaître le circuit. Et je pense que ça va donner même un bon spectacle dans les essais libres, ce qui est quand même plaisant. Ouais, et puis moi je pense parce que le Portimao est disponible, je pense pour ceux qui ont Project Cars qui est disponible. Donc moi j'y ai roulé, puis je peux te dire c'est un Barcelone mais avec de l'élévation. OK. Ouais, c'est un Barcelone, mais je pense que ça va être un peu plus excitant parce que le circuit comporte, si je, si je me fie à ce que je vois sur Wikipédia en ce moment, euh, il y a 15 virages. Je ne sais pas s'ils vont utiliser la chicane après la ligne de départ arrivée ou ils vont utiliser une petite, le petit raccourci. Mais le dernier virage, le numéro 15, ça va abîmer pas mal le pneu avant gauche parce que toute la pression, c'est une grosse courbe en descente en plus. Donc, et on y va à pleine vitesse en plus. Donc, ça va donner énormément de maux de tête au pilote, mais en autant que ça va être un défi en plus de ça. Mais je pense qu'on pourrait avoir, à part la longue ligne droite, on pourrait avoir quelques endroits pour dépasser. Il y a entre les virages, entre la ligne de départ arrivée, certes, mais peut-être les virages 5 et 6 aussi, où on pourrait avoir une zone de DRS aussi. 4. Je Euh, vois que peut-être un pilote qui est aventureux, disons, un Verstappen pourrait réussir avec beaucoup de culot. Moi, je te dirais plus, par expérience, le virage 13. Le virage 13 OK. serait peut-être un autre bonne zone de dépassement. Peut-être que c'est parce que OK. c'est en montée en approche du virage 14 et ensuite du 15 en descente. Mais je crois que le 13 aussi pourrait être un bon. Le 4, bon, s'ils utilisent de la chicane, je ne penserais pas que ce soit un bon spot de dépassement. Mais s'ils utilisent le raccourci entre le 1 et le 3, ce serait bon. Peut-être même un prélude pour permettre au pilote de se rapprocher à moins d'une seconde et d'activer le DRS s'il y en a un entre les virages 5 et 6. Donc, on mettra OK, aussi... c'est ça. Je viens de voir cette option. Ouais. OK. Ouais, donc on mettra pour ceux qui veulent découvrir le circuit de Portimao, je vais mettre sur le site de Bulletin F1 la carte du circuit. Et un fait intéressant, Marc-André, la GP2, aujourd'hui la Formule 2, a été à Portimao en 2009. Et devine, sans regarder sur Internet, qui a été lequel de ces pilotes actuels en 2020 a participé à cette épreuve de GP2? As-tu 2009. Ouais. C'est-à-dire que c'est un pilote qui est âgé, mais pas trop âgé non plus. Mm-hmm. Je donne ma langue au chat. Sergio Perez. Oh! Ouais, Sergio Perez avait participé avec l'écurie Arden à cette épreuve. Il y avait Vitaly Petrov en 2009, Nico Hülkenberg, Lucas Di Grassi, l'analyste des courses de Formule 2, Davide Valsecchi, était là, un certain Pastor Maldonado.
Guido Van der Garde. Kamui Kobayashi était là aussi. Et Karun Shandok aussi, qui est maintenant analyste sur Sky Sports F1. Donc, il y avait quand même du bon stock de pilotes qui ont participé à cette course de GP2 en 2009. Malheureusement, j'ai pas les résultats de ces deux courses, malheureusement, mais je pense que Hülkenberg avait quitté quitté Portimao avec 100 points au total au classement, 25 de plus devant Vitaly Petrov. Et pour compléter, évidemment, Imola. Je pense que c'est un circuit que tout le monde connaît, autant pour les bonnes que malheureusement pour les mauvaises, évidemment. On pensera entre autres à ce Grand Prix de Saint-Marin 1994 qui a coûté la vie malheureusement à Roland Ratzenberger et à Ayrton Senna. En plus, où il y a eu des spectateurs qui ont été blessés après un accident au départ impliquant Pedro Lamy et JJ Leto, où je pense un mécanicien a été frappé par une roue qui s'est détachée de la voiture de Michele Alboreto. C'était une fin de semaine complètement noire et qui a forcé à ce qu'on modifie, entre autres, Tamburello et le virage Villeneuve. Entre autres, il y a eu l'addition de nouvelles chicanes. Mais ça reste quand même un circuit très, très, très intéressant. Par contre, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait beaucoup de dépassements. Entre autres, on l'a vu en 2005 et en 2006. Je ne sais pas, Marc-André, si tu as vu ces images où on a Fernando Alonso et Michael Schumacher qui se battent pour la victoire. Autant en 2005 qu'en 2006, où ils se pourchassent. Mais autant un comme l'autre, Alonso et Schumacher, respectivement, avaient gagné ces épreuves. Oui, je les avais vus. Je pense que c'est peut-être pas un circuit qui est favorable énormément, surtout en ce moment avec les voitures d'aujourd'hui au dépassement. Mais l'histoire de ce Grand Prix est rocailleux, comme on pourrait dire, autant positif que le négatif, comme tu l'as nommé. Donc, je pense que c'est intéressant de voir la Formule 1 y retourner dans une situation comme aujourd'hui, alors que dans une situation qui serait normale, disons, on n'aurait pas revu ce circuit, alors je trouve ça intéressant d'y retourner. Puis j'espère que Vettel va bien performer sur ce circuit, mais aussi sur les autres en Italie. Je pense que de quitter sereinement l'Italie avec pas une victoire nécessairement, mais un bon résultat, au moins dans un des Grands Prix, je pense que ça serait vraiment... En tout cas, moi, ça me ferait plaisir de voir ça. Il pourrait quitter Ferrari en étant satisfait et en se disant que il pourrait avoir bien performé cette année sur le territoire de Ferrari. Oui, exactement. Puis je pense que aussi, Ferrari en général, parce que ce serait bien d'avoir au moins de bonnes performances, surtout avec, on a parlé de Mugello, où ça va être la 1000e course de l'histoire, Monza, entre autres, à cause du fait que c'est un circuit où ils ont relativement bien performé, entre autres l'année dernière, mais Imola aussi, où justement Schumacher détient encore... Ferrari a gagné sur ce circuit en 2006, donc j'ai hâte de voir est-ce que Ferrari va pouvoir bien faire. C'est un circuit, certes qui est rapide, un peu à la Silverstone, mais qui a été modifié naturellement au cours des années. Là. Depuis 2006, le circuit a eu un relifting, entre autres, entre Rivazza, qui est un peu le genre de gauche-droite, c'est ça, Rivazza, et ensuite c'est une longue genre de longue ligne droite vers la chicane de Tamburello. Donc ça pourrait peut-être aider Ferrari. Ouais. Petit truc intéressant, je sais pas si tu l'as vu aussi.
La dernière, Kimi Raikkonen sera le seul pilote présent sur la grille actuelle qui a participé à la dernière course à Imola. Il avait fini 5e pour McLaren. T'imagines? Bon, tu m'apprends quelque chose. Parce que c'est ça, le dernier Grand Prix, c'était en 2006. Donc, bon, Alonso, il va revenir l'année prochaine. Donc, ça compte pas. Mais Raikkonen va être là. Je pense que ça va être un Grand Prix vraiment intéressant. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner la F1 dans la nouvelle génération. Sur ces circuits, on pourrait dire old school, à part peut-être Portimao, parce que c'est un circuit qui a été construit à peu près une dizaine d'années, dans genre 2007-2008 à peu près. Mais j'ai hâte de voir, surtout le Nürburgring, ça va être assez intéressant, ma foi. Exactement, je pense que ça va être un circuit qui va pouvoir nous garder sur notre haleine, nous garder sur le bord de notre sofa, ce qu'on n'avait pas fait, par exemple, en France l'an dernier. Ouais, France. Et c'était pour une raison économique que le Grand Prix est parti cette année, pas à cause de la... C'est sûr que c'est en lien avec la COVID-19, mais c'est purement économique, pragmatique. Je tiens à préciser. Donc, puis pour finir avec ce fameux calendrier, en fait, on pourrait peut-être avoir d'autres courses aussi qui pourraient être ajoutées. Bon, on sait qu'on va aller au Bahreïn et à Abu Dhabi, c'est de savoir est-ce que ce sera un programme double au Bahreïn ou bien ce sera une course au Bahreïn puis ensuite on finit la saison à Abu Dhabi, ça va être à voir. Mais on pourrait avoir peut-être le Grand Prix de Vietnam. Ah oui, s'il te plaît. Oui, moi j'ai hâte. Je veux voir ce circuit, ça a l'air d'être très très intéressant. Mais si on a eu le retour de la F1 au Nürburgring et à Imola, imaginez si la Formule 1 revenait à Sepang en Malaisie. Ouais, je vous avais dit que j'allais dropper Malaisie. Ben, ce serait dans les plans, en fait. Donc, ce serait dans les plans de peut-être ramener le Grand Prix de Malaisie, en fait, évidemment, dans les circonstances où on voudrait, disons, couvrir le mois de novembre, évidemment, en attendant les courses au Bahreïn et à Abu Dhabi. Donc, Malaisie, la dernière course, c'était en 2019. Est-ce que tu te souviens, c'est qui a gagné cette course, Marc-André? C'est Max Verstappen, voyons. Ben oui, évidemment, nul autre que Max Verstappen. Il me semble, dans mon souvenir. Ouais, ben oui, écoute, c'est... bien, quand même. Ouais, de 2017. Et moi, c'est un circuit que j'adore. Parce que, en fait, Malaisie, c'était un des premiers circuits que Herman Tilke a désigné pour la Formule 1, a dessiné pour la Formule 1. Et la première course a eu lieu en 99. Et moi, je peux te dire, c'est un circuit... On l'avait avec les nouvelles générations de F1. C'est un circuit qui peut vraiment fitter pour tout. C'est sûr que il va avoir peut-être le facteur météo avec ces grosses pluies. Je sais pas si en novembre il y a beaucoup de pluie. Si c'est la saison des pluies là-bas, mais si c'est le cas, ben, je serais vraiment intéressé à cette course, à condition que les qualifs ne soient pas à 5 heures du matin. Quoique maintenant, ça me dérangerait plus, là. Parce que oui, t'avais les qualifs à 5 heures du matin, puis t'avais la course à genre 3 heures. Ça me dérange. Maintenant, ça me dérange plus, là, mais à un moment donné, là, c'est des courtes nuits. Donc, selon, je regarde rapidement comme ça, il fait entre 21 et 30 à peu près à cette période de l'année en Malaisie.
Maintenant, est-ce que je suis capable de trouver rapidement les précipitations? Euh, il marque 241 millimètres, mais encore là, est-ce que c'est durant tout le mois de novembre, j'imagine? Mhm. Alors, ça me semble peu quand même, mais Ouais. ouais, dans les dernières années, ça a été pas si pire, disons, je pense, à Malaisie, côté pluie. Oui, c'est vrai. Donc, si c'est le cas, ben évidemment, on parle comme si c'était un rêve, mais évidemment, tout ça, c'est conditionnel parce que, Exact. évidemment, la Formule 1 veut faire en sorte qu'il y ait une course au Vietnam. Mais évidemment, parce que comme on l'a dit dans le cas de l'Amérique du Nord, ce serait illogique de faire un déplacement dans les conditions actuelles d'un continent à l'autre. Donc, ce serait mieux d'avoir une deuxième course pour évidemment tout transporter de manière logistique. Donc, Malaisie serait dans les plans pour une course après le Vietnam. Donc, est-ce que ça va se faire? Je pense que le gouvernement malaisien était à un moment donné prêt à dire, bon, peut-être qu'on pourrait considérer revoir la Formule 1 à Sepang à un moment donné. Donc, si c'est le cas, ben moi, je dis oui tout de suite pour regarder, même faire une nuit blanche pour regarder le Grand Prix de Malaisie. Oui. Puis, bon, je lance comme ça, peut-être même des négociations pour plus tard. De sauver en quelque sorte la Formule 1 cette année pourrait peut-être être payant lors des prochaines négociations, peut-être. Alors, on sait que bon, l'argent avait été le, le dernier coup de pied qui avait fait en sorte que la Malaisie ne se retrouve plus dans le calendrier, là, tout ce qui est question économique. Donc, peut-être si jamais la Malaisie négocie bien, peut-être qu'on pourrait la retrouver lors des prochaines saisons. C'est Qui vrai. sait? Qui sait? Ben, et en plus, on pourrait avoir probablement, comme on pourrait avoir, si on prolonge le calendrier à 25 comme c'était dans les plans, ben, Mhm. Malaisie pourrait être dans les plans, en fait, dans la saison à 25 courses. Donc, Puis la ville de Kuala Lumpur est magnifique aussi. oui, Donc, c'est des belles images géographiques qu'on voit. exactement. Donc là, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc évidemment, on va attendre. On sait déjà que on a des courses au Nürburgring, à Imola et au Portugal. Est-ce qu'on va en avoir en Asie? C'est à suivre, évidemment. Bon, on a assez parlé de calendrier, de logistique, un peu de politique aussi. Maintenant, on va parler un peu plus de quelque chose de concret. Qu'est-ce qu'on a appris des 3 premières courses de la saison 2020 de Formule 1? Parce que, bon, la saison a commencé le 5 juillet dernier et on a eu un programme triple. Ce que, bon, les opinions ont changé en 2 ans lorsqu'on a eu notre premier programme triple de l'histoire. Mais là, évidemment, avec la situation actuelle, on va avoir un deuxième programme triple qui va commencer avec les 2 courses en Grande-Bretagne et le 16 août en Espagne. Si la situation ne s'aggrave pas plus en Espagne avec la COVID-19. Donc, Marc-André, en premier lieu, comment tu trouves la Formule 1 en période de COVID-19? Donc, c'est-à-dire, par exemple, avec tous les protocoles qui ont changé, les courses à huis clos, etc. Je trouve ça bien, vraiment. Je suis heureux du résultat. Autant que je pense que les mesures et la bulle qui a été mise en place par la Formule 1 fonctionnent à 100%. Mhm. Il y a eu qu'un cas positif, 2 cas, je pense, positifs dans les dernières semaines, mais ça a été des employés qui n'ont pas été en contact avec d'autres. Donc, ça a été assez bien contrôlé. On n'a pas eu d'éclosion. C'est ce qu'on avait un peu peur, disons. Mais présentement, ça
fonctionne bien. Bon, c'est sûr qu'ils se sont déplacés seulement dans 2 pays, donc peut-être lorsqu'ils vont sortir dans d'autres pays, ça va peut-être changer, mais pour l'instant, la bulle fonctionne. Les pilotes semblent s'y habituer, semblent bien respecter les règles. Bon, il y a eu un petit incident impliquant Vettel, Christian Horner et Helmut Marko lors du premier Grand Prix, mais je pense que la FIA a mis son pied à terre et a pas niaisé avec le puck, comme je pourrais dire, là, a averti les pilotes que c'était des comportements qui allaient être jugés et que même une expulsion de la bulle pouvait être possible si jamais les règles n'étaient pas bien respectées. Donc, de ce côté-là, j'ai aucun doute que tout va bien se passer. Puis, c'est à la base du succès du projet de relancer la Formule 1, c'est que les restrictions soient bonnes et soient respectées. Et présentement, c'est le cas. Et ça nous permet d'avoir des courses, ça nous permet d'avoir des émotions autres que de l'inquiétude ou de sortir dehors avec un masque. Donc, ça nous permet d'avoir des émotions. Ouais, et en passant, portez votre masque, please. Bien sûr, très important. Et oui, écoute, et en plus, comme je l'avais dit un peu dans mon édito de la semaine dernière, la Formule 1, c'est le premier championnat international à soit reprendre ses activités ou à les débuter, tout dépendamment. Donc, moi, je trouve que justement, le processus de la bulle fonctionne bien. 2 cas positifs sur 10 000, évidemment, plus de 10 000 incluant ceux qui ont été faits pendant la période du Grand Prix de Hongrie, là, qui sont sortis, les chiffres sont sortis récemment. Je trouve que ça va très très bien, mais ça ne veut pas dire que la F1 doit se relâcher. Et non. Encore là, est-ce que je me dis, est-ce que pour les prochains Grands Prix, entre autres en Russie, ou bien même à Mugello, le fait d'accueillir des spectateurs, ça peut changer la donne? Ça me surprendrait. Je prépare un peu. Je pense que je l'avais dit dans les premiers podcasts de la saison que j'avais une certaine inquiétude à l'idée de voir des partisans prendre d'assaut le circuit et de pouvoir assister à ces courses. Mais je pense que si les règles sont bien strictes, que le promoteur est bien organisé, je pense qu'il y aura pas de problème. Mm-hmm. Maintenant, c'est sûr que ça augmente les chances de possible éclosion, même si les partisans et le personnel de la Formule 1 n'est pas en contact. Je pense que c'est certain que si habituellement il y avait 2000 personnes sur le circuit, là tu en ajoutes, bon, je sais pas combien qu'ils vont pouvoir vendre de billets en Russie et même à Mugello, mais tu augmentes le nombre de personnes sur place, alors c'est certain que du même coup, tu augmentes le champ de possible éclosion, mais je pense que tout va bien aller. La Formule 1 est confiante de son plan de match, de ses règles mises en place. Je pense que c'est important. Oh, mon chien. Est-ce Lui aussi est d'accord. Ah, il est d'accord? Ah, bon, ça c'est parfait, ça. Est-ce qu'il a une opinion sur... est-ce que tu veux lui demander c'est qui va gagner le Grand Prix de Grande-Bretagne en fin de semaine? Attends, je l'écoute. Ah, je pense que ça va être Hamilton. Ah, on est d'accord. Getting there, Lewis. Oh, parlant de Getting there, Lewis, les courses à huis clos, justement, pour continuer dans le sujet, est-ce que tu vois qu'il y a une grande différence avec ou sans spectateurs? Moi, tu sais, je pense que je m'attendais à ce qu'il y ait un petit changement, mais je n'en vois pas parce que la Formule 1, c'est beaucoup moins un sport où le spectateur a de l'importance. On le voit un peu au hockey, là, ça a commencé hier. Même moi, j'aime un peu ça pour les gens qui auraient peut-être regardé le match, soit du Canadien ou n'importe quel autre match. Mm-hmm. Je trouve que ça se ressemble un peu au décor d'une classique hivernale où on ne voit pas les partisans. Ouais, c'est la même chose vrai. avec la Formule 1. C'est Tu vrai. te concentres sur le jeu, tu te concentres sur la voiture et tu arrêtes de regarder une
t'as des spectateurs qui sont beaucoup trop contents de passer à la télévision internationale. Donc, c'est pas quelque chose qui me dérange énormément de plus voir ça. Ouais, à part peut-être ce moment cringe, gracieuseté de Heineken où tu vois Nico Rosberg euh, Ouais, supporter les pilotes derrière, où t'as ironiquement la personne qui... C'est cette fameuse image de Bottas derrière, en train de passer, puis t'as le CG, le, l'hologramme de Nico Rosberg en train de supporter. Oh mon Dieu. Ça, là, je ne veux plus voir ça. C'est tellement cringe. Ah. on dit- c'est- on dirait que ça a été fait pour que ce soit bizarre puis un peu malaisant. À l'image de 2020. Ouais, exact. Et puis, non, c'est ça, je pense que ça ne dérange pas énormément. Puis, c'est sûr que, bon, en Italie, ça va peut-être plus paraître, hein. On est habitué de voir les tifosi, on est habitué de voir les, les nombreux chandails jaunes, pourquoi j'ai dit jaune, rouge, qui, qui surplombent le circuit. Alors non, je pense vraiment que ça va peut-être être différent lorsqu'on va arriver en Italie, mais à part de ça, je n'y vois pas de différence. Ça me plaît beaucoup même. Ah, moi, je te dirais même le Grand... Les deux courses à Silverstone dans les 2 prochaines semaines aussi, là. Parce que moi, c'est... Oui, il y a l'Italie, mais Silverstone aussi, là, quand c'est rempli, là, tu peux, tu peux pas le manquer parce que il y a C'est une vrai. frénésie assez exceptionnelle. Donc, je pense que c'est là où on va voir Ouais, je suis la d'accord. vraie différence. Sur des circuits où Monza, Silverstone, à la limite Spa, à la fin du mois d'août aussi, euh, tu vas voir, là on va sentir la différence parce que ce sont personnellement 3 grands prix où l'ambiance se fait sentir. Sur des Et courses c'est normal. comme... Puis pourtant, en Autriche aussi, avec la vague orange qui est présente depuis que Ouais. Verstappen est là, on n'a pas tant senti la différence pourtant. Et imagine si la course avait été aux Pays-Bas, si la course aux Pays-Bas était à huis clos, je pense que là on aurait une grosse différence. Vraiment. Puis, on dit ça, mais on n'a même pas encore vu à quoi ça va ressembler, puis on sait déjà à quoi ça va ressembler. C'est ça. Je pense que ça c'est prévisible. Alors, Ron- C'est- Donc, oui, vraiment, j'ai j'ai hâte de voir aussi la Russie, tu sais, de voir des partisans, comment qu'ils vont, est-ce qu'ils vont nous les montrer, tu sais, si la distanciation sociale doit être respectée, puis que tu as des partisans aux 2 mètres, peut-être que l'ambiance va être un peu étrange, un peu bizarre. Donc, peut-être même là, ils vont se dire, ah, on n'est peut-être pas obligé de montrer le résultat. Et on va peut-être plus montrer les voitures, même quand il va y avoir des partisans. Ah, écoute, on est en Russie, là. Je pense que la raison pour laquelle il va avoir des partisans, personnellement, c'est juste pour nous donner un moyen de ne pas nous endormir. Parce qu'on sait à quel point les Grands Prix de Russie sont pas mal plates. Ouais, 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 t'as pas tort. Ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner des partisans dans l'ère de la COVID-19. On l'a vu un peu en NASCAR aussi. En IndyCar aussi, il y a eu il y a eu des courses, je pense entre autres une course à Road America où il y a eu des fans, mais ils étaient entassés. Bonjour l'association, la distanciation sociale. Donc, moi j'ai hâte de voir est-ce que la Formule 1 va respecter ça, surtout en Russie. Encore là, on fera pas de commentaires politiques. Donc, non, non. Observer. Donc, on va voir comment ça va se passer en Russie. Sinon, un peu plus au niveau de la saison en tant que telle, hors du fait que, si on peut se concentrer sur l'action en piste, est-ce que tu vois que il y a un resserrement du peloton?
Ou tu crois que c'est la même chose, mais c'est juste que Ferrari est pourri cette année? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a un resserrement. On le voit avec Racing Point qui s'amène dans le jeu. On voit que McLaren est encore à la place où, ironiquement, on l'attendait. Parce qu'on se souviendra qu'il y a 2 ans, c'était pas les résultats qu'on s'attendait. Et l'an dernier, ils nous ont un peu surpris avec l'arrivée de Renault. Et puis, cette année, ça va extrêmement bien avec un Carlos Sainz qui est quand même, disons, subtil. Je pense que Norris prend sa place. Norris montre à quel point c'est un excellent pilote. Je ne l'avais pas mis comme surprise de l'année et je m'en veux un peu. Je te lance la balle parce que toi, tu le fais. Écoute, moi, et Norris, ironiquement, il dit bon, c'est pas parce que j'ai un podium que je suis nécessairement meilleur. Donc, s'il dit qu'il n'est pas meilleur, imaginez lorsque au fil du temps, là, au cours de la saison, là, à quel point il va être encore meilleur. Parce que à chaque Grand Prix, il a gagné des places à chaque dernier tour, dont un sur Esteban Ocon en Hongrie. Donc, il est capable. Je pense comme je l'ai dit, on voit un Lando Norris beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus agressif aussi, si on peut dire. Parce que c'est sûr que la première saison, c'est l'année de l'apprentissage. Maintenant qu'il a tout assimilé, il doit passer à l'acte. Et c'est ce qu'il nous a prouvé déjà en 3 courses. C'est sûr qu'en Hongrie, ça a été un peu plus difficile, mais je pense qu'on s'y attendait. La McLaren n'était pas vraiment à point au cours de ces Grands Prix. Ouais. Mais Norris, quand même, il montre qu'il a très, très bien assimilé les trucs qu'il a appris. Oui. Ce que j'aime beaucoup de lui, c'est sa patience en course. Il ne va pas se mettre dans des situations compromettantes où il pourrait faire une erreur. Il attend le bon moment pour passer à l'acte. Et ça, pour un pilote, c'est de l'art. C'est vraiment une aptitude importante. On le voit un peu avec Stroll aussi. Stroll, durant toute sa carrière, ça a été un peu ça depuis le début. Et c'est un pilote qui va prendre le temps de dépasser en premier lieu les adversaires dans le premier tour, puis ensuite va être patient, va éviter les erreurs. J'ai l'impression que c'est un peu ce que Norris fait en ce moment. Ouais. Ça peut être payant. Oui, exactement. Puis, si je pourrais te dire, évidemment, on parle de Ferrari comme l'équipe qui doit vraiment s'améliorer. Je pense qu'on en a parlé depuis le début de la saison. Toi, qui tu penses, à part probablement Red Bull, devrait s'améliorer au cours du prochain programme triple? Écoute, je vais dire Red Bull parce que je pense que c'est l'écurie qui est censée avoir de meilleurs résultats et que présentement, ce n'est pas le cas. Je sais qu'il va avoir un énorme sommet avec tous les dirigeants, autant de Honda que de Red Bull. En théorie, là, on enregistre mercredi. En théorie, jeudi, il devrait avoir ce gros sommet alors que tout le monde va se rencontrer pour analyser la situation et je pense que c'est la bonne façon de faire. On voit une écurie qui semble savoir où elle veut aller, mais qui n'est pas en mesure présentement de le faire. Ils ne savent pas encore si c'est le moteur qui cause des problèmes ou si c'est le châssis qui a été mal fondé, qui a été mal fabriqué. Alors, et je sais pas encore quelle solution ils vont prendre, mais j'ai hâte de voir les résultats d'un sommet comme ça qui pourrait vraiment être important parce qu'on se souviendra que les rencontres entre les motoristes et les écuries se faisaient par Zoom. On a tous pu pratiquer l'activité du Zoom durant le confinement. C'est pas toujours facile. Imaginez lorsque vous devez travailler sur des
petits détails sur votre monoplace, c'est pas quelque chose qui est très facile. Alors là, au moins, ils vont pouvoir discuter de vive voix et arranger peut-être les petits problèmes, mais on l'espère parce que la bataille Red Bull, Mercedes, c'était quelque chose qu'on attendait cette saison. On semblait, du moins après les essais hivernaux, d'avoir quand même une belle course entre les deux, une belle compétition. Et on voit que ça s'en vient, mais que Red Bull est vraiment en arrière puis que Mercedes domine présentement avec un Hamilton qui est au sommet de sa forme. Là. Oui, et tu parles de Mercedes. J'ai envie de te poser la question. Oui, Mercedes a dominé les 3 premières courses. Le problème dont on semble avoir complètement mis de côté, c'est la fiabilité. Parce que ça a été un des problèmes durant les essais hivernaux. Ça a été un énorme problème au cours du premier Grand Prix autrichien. Là, on arrive... Oui, vas-y. Mais j'allais continuer, en fait. Ça a disparu durant les 2 derniers Grands Prix, mais ça pourrait revenir. C'est ça. Puis, non seulement ça, je parle du moteur Mercedes parce que Williams a eu ses problèmes au cours de ses courses. Russell a abandonné lors du Grand Prix lors de la première course en Autriche. Et vous avez sûrement vu ces fumées qui sortaient de la Racing Point de Sergio Perez aussi. Parce que soit il y a trop d'huile dans le moteur, donc ce qui fait en sorte qu'il projette de la vapeur à tout bout de champ. Mais ça, est-ce que ça pourrait être un problème de fiabilité en tant que tel qui pourrait déranger l'écurie mère? Donc ça, évidemment, c'est Marc-André, est-ce que tu penses que la fiabilité va venir jouer un tour chez Mercedes à un moment donné, ou bien même dans une ou des 3 courses du programme triple numéro 2? Honnêtement, je pense que oui. Je pense que cette année, c'est peut-être la saison où on voit que Mercedes est peut-être en position, est en moins bonne position côté fiabilité. On sait que Mercedes a toujours été solide à ce niveau-là, mais que cette année, ça semble très, très difficile pour le motoriste d'offrir un moteur en pleine forme. Maintenant, est-ce que Mercedes vont avoir des problèmes? Je leur souhaite pas parce que je vous rappelle le classement présentement. Si je suis capable de l'avoir, Hamilton a 63 points. Verstappen a 33 points. Et devant, il y a Bottas, bien sûr, mais on voit que si Verstappen n'avait pas eu son abandon. Son abandon, oui, je cherchais le mot, merci Abdou. Lors du premier Grand Prix en Autriche, le classement serait assez, même très, très près et très serré. Alors, j'ai l'impression que tout peut se jouer encore et ce n'est vraiment pas fini. Alors, si les problèmes de fiabilité ne permettent pas à Hamilton ou à Bottas de terminer une course ou même 2, ça pourrait coûter énormément cher. Et je le souhaite un petit peu parce que si Verstappen peut se rapprocher de Hamilton, ça pourrait peut-être soit aider Hamilton à mieux performer ou tout simplement donner un petit coup de main à Verstappen pour se dire qu'il est capable d'aller le battre cette année. Oui, exactement. Et, on sait que, bon, la dernière fois où on a énormément parlé de fiabilité, c'était en 2016, avec, entre autres, Lewis Hamilton qui a souffert de n'importe quel genre de problème mécanique. Entre autres, ce fameux abandon au Grand Prix de Malaisie qui aura été fatal pour la suite du championnat. Donc, depuis, Mercedes est devenue une bête énormément huilée. Donc, moi, je vois Mercedes, bon, il va peut-être avoir un problème. Je ne pense pas que ce serait vers le constructeur en tant que tel, l'écurie mère. Ça va peut-être malheureusement être soit Racing Point ou Williams qui vont souffrir. Mais je pense que ça va forcer Mercedes à réparer le tout puis à améliorer un peu plus
dans les règles de l'art, évidemment, dans les règles, bien sûr. Donc, je vois... moi, je vois plus Mercedes peut-être avoir un problème, mais pas tant majeur que ça. Je leur souhaite pas, évidemment. Non, exactement. Et puis, je pense que Racing Point peut se dire que Renault, habituellement, la fiabilité, c'est pas leur fort. Donc, si jamais Racing Point a des problèmes, ils pourront peut-être compter sur quelques problèmes aussi de fiabilité du côté du moteur Renault. Oui. Il y a quelque chose que je voulais mentionner aussi avec justement les programmes triples. C'est justement le processus de programme triple. Parce que la première fois qu'on a eu ces programmes triples, c'était en 2018 avec les Grands Prix de France, le retour de la Formule 1 en France, le Grand Prix d'Autriche et de Grande-Bretagne sur 3 semaines consécutives. Et là, cette année, on en a 2, peut-être même 3 en fin de saison si on a un programme double au Bahreïn. Mais on a eu quelques pilotes qui se sont plaints de douleurs. Lando Norris, entre autres. Sergio Perez, lors du Grand Prix de Hongrie, ne se sentait pas très bien. Des douleurs au cou, se sentait étourdi aussi. Charles Leclerc s'est plaint de douleurs au dos. À un moment donné, c'est sûr que je ne penserais pas que la Formule 1 va, en 2021, ou bien même au-delà de cela, prioriser les programmes triples. Mais est-ce que tu penses que c'est un peu trop demandé dans la situation, malgré le fait que... Bon, on n'a pas eu de Grand Prix depuis mars, depuis même décembre. Je pense que la Formule 1 a vu une opportunité de tester des choses. On jugeait un peu surtout Mercedes et Racing Point d'avoir refusé de tester la fameuse qualification inversée, les courses inversées. Mm-hmm. J'ai l'impression que cette année, la Formule 1 prend la situation qui est critique et qui impose de faire la saison dans une courte durée. Et ça leur permet justement de tester ces programmes triples parce qu'ils savent ce qui s'en vient. Mm-hmm. La FIA et en fait, c'est Liberty Media veulent avoir 25 Grands Prix dans une saison. C'est énorme. Ce qui veut dire que probablement que nous allons avoir dans le futur plusieurs programmes triples. Et cette année, je vois comme l'opportunité de voir si les pilotes, ça leur plaît, premièrement, et si physiquement, c'est possible d'avoir de nombreux programmes triples dans la saison. Et j'espère que si ce n'est pas concluant, la Formule 1 ne va pas abuser de ces programmes triples dans le futur s'ils voient que les pilotes ne se sentent pas bien. Ouais, puis en plus, on sait qu'avec ces Formule 1, c'est la nouvelle génération de Formule 1 qui sont plus rapides que jamais. Évidemment, il faut ça force les pilotes à développer beaucoup plus leur masse musculaire et surtout au niveau du cou et au niveau de la courbe du dos aussi, parce que évidemment avec toutes ces forces G qu'ils doivent encaisser là, ça en demande beaucoup. Donc il y a ça, mais aussi je pense entre autres à ces mécaniciens qui déjà le fait de travailler à l'extérieur d'un pays et loin de leur famille, j'imagine avec 3 fins de semaine, ça va être compliqué. Surtout, je reviens à l'exemple de 2018 aussi, où non seulement tu avais le programme triple, mais tu avais 5 courses en 6 semaines. Donc, c'était beaucoup. Et surtout surtout dans la situation actuelle où on est encore en période de pandémie, donc c'est sûr que pour tout le monde, évidemment, le côté humain doit être priorisé. Donc c'est du temps de famille, en moins c'est du temps de famille perdu en plus, parce que tu dois voyager.
tu dois monter les pièces, tu dois monter le paddock aussi. Donc, c'est quand même beaucoup, je trouve. Et si je me dis, un programme triple dans une saison de 25 courses, une fois, c'est assez. 2, ça commence à être trop. 3, c'est abusé. C'est ce que je pense. Vraiment. Ouais, complètement d'accord. Puis je pense que tout ton propos vient faire grandir le geste de Norris qu'il a posé lors du dernier Grand Prix, alors qu'il a aidé les mécaniciens à finaliser la fermeture de la voiture, de démonter la voiture et de la mettre dans les containers pour finalement rapatrier le personnel dans leur pays respectif pour aller retrouver leur famille. Donc, alors qu'ils savaient très bien ce qui s'en venait, un autre programme trip qui va être très demandant autant pour les pilotes que pour les mécanos. Ah oui, c'est vrai. Parce que, évidemment, ces mécanos travaillent d'arrache-pied pour incroyable. Obtenir les résultats qu'ils ont. Que ce soit bon ou mauvais, mais généralement bon. C'est récolter le fruit de leur effort. Et ça, je leur lève mon chapeau. Et surtout en plus, avec ce qui s'est passé en début de course avant la course avec Max Verstappen aussi, là. Un travail de 1h30 fait en 25 minutes, là. Ouais. Et t'imagines tout ce processus. On le dit, puis on dirait que c'est pas croyable. C'est absolument incroyable ce qui a été fait, et c'est encourageant pour le futur pour Verstappen. Il peut avoir une confiance aveugle maintenant en ses mécanos, même si ça devait déjà être le cas aujourd'hui. Disons qu'il doit être moins inquiété de ce côté-là. C'est ça. Je pense que il faut aussi souligner le travail des mécaniciens, parce que oui, on se concentre beaucoup sur la voiture, les pilotes, puis parfois aussi les directeurs quand il n'y a pas une caméra devant eux, là. Donc, c'est ce que je trouve un peu que la Formule 1 ne met pas assez en valeur leurs mécaniciens. Je trouve que on dirait que ce sont seulement des simples figurants, alors qu'ils font partie de l'action. Et j'ai de la difficulté à croire que je connais deux noms de mécaniciens dans tout le circuit. J'ai essayé d'en connaître d'autres, mais c'est pas toujours simple. Je pense qu'il y a une manière de les mettre en valeur qui pourrait être très sain, autant pour eux que pour les gens qui veulent en connaître plus sur ceux qui font en sorte que la voiture puisse rouler. C'est pas rien, ça, là, mais ouais, c'est ça. C'est ça, parce que en temps normal, c'est un travail de moine. Ça prend des centaines de personnes. Bon, là, avec la situation actuelle, cette pandémie, ben là, on a réduit le personnel présent sur le circuit, mais ça ne veut pas dire que ça se limite à 80 personnes au total. C'est 80 personnes en piste, plus ceux qui sont qui travaillent en usine pendant le Grand Prix. C'est tout ça qu'il faut souligner. Oh, oui, tu voulais rajouter quelque chose, Marc-André? Je disais seulement que c'était comme une fourmilière, beaucoup d'employés qui travaillaient dans la même direction. Exactement. Et c'est ça la Formule 1, en fait. C'est pour ça que ce sport est très intéressant, parce que tout le monde met la main à la pâte pour 2 voitures et 2 pilotes qui risquent leur vie pour justement gagner. Alors, je pense que ce qu'on vient de dire là, on doit le mettre en considération tout le temps quand c'est le moment de regarder un Grand Prix. Parce que oui, c'est facile de critiquer un pilote pour une erreur ou un accident, mais un accident, ça provoque, ça ruine non seulement le travail du pilote, mais aussi le travail des mécanos qui ont
travailler des heures et des heures pour construire une voiture rapide et qui aurait le potentiel de gagner ou bien même de marquer un simple point. Là. Qui peut faire beaucoup de bien à une écurie. Exactement. Alors, sur ces pensées un peu, sur ces mots de sagesse, parce qu'on en a bien besoin dans ce monde, on va mettre fin à cet épisode 48. La semaine prochaine, on va revenir sur la première de 2 courses à Silverstone, le traditionnel Grand Prix de Grande-Bretagne. Et justement, ce sera le début de ce deuxième programme triple. Donc, 2 courses en Grande-Bretagne, le Grand Prix de Grande-Bretagne, ainsi que le Grand Prix du 70e anniversaire de la Formule 1. Et tout cela se terminera, si tout va bien, en Espagne, à Barcelone. Alors, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur facebook.com/bulletin F1 en un seul mot, ou sur Twitter, @lebulletin F1 en un seul mot, et même sur Instagram, toujours @lebulletin F1. Évidemment, on a notre site web bulletinf1.com où vous pouvez lire les avant-courses, les bulletins de notes, puis aussi les chroniques qu'on a. Je suis en train de justement finaliser un peu une découverte du circuit de Nürburgring. Il y en aura un aussi pour Portimao et pour Imola, les 3 circuits qui seront ajoutés au calendrier. Puis, si ça peut vous permettre de découvrir ou bien même de redécouvrir ces circuits, entre autres pour Nürburgring et Imola, les textes vont être publiés au cours des prochains jours sur bulletinf1.com. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à nous partager vos commentaires, à nous laisser des notes, des reviews aussi en bon français. Ça va nous aider aussi à pousser un peu plus. Et si vous voulez nous laisser des commentaires, n'hésitez pas aussi. On va les prendre aussi. Soyez respectueux aussi, là, s'il vous plaît. Mais c'est... La critique constructive, c'est ce qui nous permet de nous améliorer en plus de cela. Vous pouvez nous écouter sur Apple Podcast, Spotify, Google Play Music et sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Et évidemment, vous pourrez retrouver le tout sur bulletinf1.com. Marc-André, un énorme merci d'avoir été là. Merci à toi encore, ça a été un plaisir. Oh oui, et j'ai hâte que, maintenant qu'on a eu quelques jours de vacances, maintenant c'est l'heure de retourner au travail, de regarder la Formule 1, de l'analyser et d'avoir du fun entre autres. Donc j'espère que c'est ce qu'on va avoir au cours des 3 prochaines semaines, donc 3 semaines de course de Formule 1. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je m'appelle Abdoussal. On continue toujours de rouler avec le bulletin F1. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes.